Il y a énormément de choses, énormément de questions qui se posent. On a vu à travers ces 3 interventions que les questions mémorielles, en fait, et des traces sont multiples, impliquent de multiples supports, en fait, que ce soit des supports corporels. Le corps est aussi une trace de la mémoire du passé. Le paysage, la terre, l'eau, les animaux qui sont porteurs aussi des dégâts du passé. Et puis, bien sûr, les représentations historiographiques, historiques, politiques et culturelles. Et il me semble que la place de ces séries, elle peut paraître un peu comme ça, un sujet, je ne sais pas, léger, mais pas du tout, puisque c'est vraiment le premier souvent contact de la population d'une société avec un passé, c'est à travers les séries. Et ça remonte à loin, on peut penser à la série Holocauste en 1978, qui a fait découvrir l'Holocauste aux Américains et qui est à l'origine de l'américanisation de l'Holocauste et qui a aussi fait découvrir l'Holocauste en Espagne en 1979 quand ça a été diffusé justement sur la télévision espagnole. Donc, ce n'est pas du tout des sujets moins importants, je dirais, que le corps et la trace dans le corps des violences, même si ça ne se porte pas du tout sur le même plan. Alors, par rapport à cette série, puis c'est une question à vous tous en général, vous abordez la place des femmes, mais on voit bien que la représentation des femmes, mon Dieu, est tellement, je ne sais pas en fait comment la décrire, parce qu'elle est à la fois actuelle dans le côté libéré, sexy, machin, et à la fois tellement cliché des années 50 qu'on se demande d'où ça sort en fait, tous ces clichés réunis dans un seul film. Et donc, je voulais vous demander quelle était un peu la place des femmes dans cette guerre et dans les représentations de cette guerre. Puisque notamment dans les associations de victimes, Badia, etc., souvent les femmes sont au premier rang des associations mémorielles, même si elles ne sont pas forcément sur la place publique. Donc, voilà, quelle est un peu au Maroc, mais aussi en Espagne, du peu qu'on peut avoir, mais je pense que c'est surtout au Maroc, la place des femmes, et dans la recherche aussi historique, est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur ces femmes pendant la guerre et dans les mouvements ensuite de mobilisation mémorielle. Et puis, peut-être une autre question aussi sur l'importance en fait de la transnationalité dans la mémoire, dans ces recours mémoriels, puisqu'on voit bien que ces associations de victimes, par exemple, font appel encore à ces concepts de justice, vérité, réparation, qui sont des concepts de la justice transitionnelle transmis depuis et appropriés ensuite, transmis depuis les instances internationales comme l'ONU et ensuite appropriés par les populations locales. Et donc, j'aimerais savoir si dans les représentations culturelles, notamment, on trouve trace de ces exigences de reconnaissance aussi transnationale et quelle est la place qu'on donne aux acteurs étrangers, aux tiers, en fait, aux intermédiaires dans la production de ces mémoires. Ça fait déjà beaucoup. Est-ce qu'on enchaîne peut-être un round de questions avant que vous réfléchissiez à vos réponses? Voilà, alors on entend une question et puis... Merci beaucoup à tous les panélistes. Vous entendez? Vous m'entendez? Pas vraiment. Pas vraiment. Je peux parler plus comme ça? Ça va? Ouais. Ok. Une question pour Badia et Zakaria. D'abord, je suis très content de vous voir. Je suis Federico Reginato de l'Université de Toronto. C'est toujours un plaisir. C'est dommage qu'on se trouve directement. Venez, vous venez là. On se verra après. Et votre intervention, c'était très stimulant. Comme vous savez, on se connaît depuis beaucoup de temps. Et là, j'avais une question. C'est notamment, vous avez évoqué la violence comme une façon la continuité de la violence, une façon de se représenter l'histoire, comme un élément constant dans l'histoire. Et on sache qu'ensemble à cette violence, il y a aussi des sentiments qui parfois ils sont des rébellions, parfois ils sont des humiliations, bien des abandons, bien des renonces. Sentiments qui, je pense, lors des mouvements terrain, qui sont sortis dans différents récits de façon différente. Et si on pense d'une certaine façon à des cancers comme façon de parler d'une histoire qui est encore à écrire, ou d'une réconciliation qui est encore à construire, à résoudre d'une certaine façon, dans ces cas-là, on sache aussi que parmi les défis de la prise en charge de ces cancers dans la vie,
il y a aussi l'acte de l'interruption des thérapies de côté du soignant. Vous m'entendez? Mais venez là, en fait, pour Très, poser très la mal. question. Très, très mal. Venez peut-être au micro. Là. Bonjour. Et donc, la question, c'était ça. D'une certaine façon, on peut parler de cancer comme une façon comme une trajectoire par laquelle réévoquer une histoire qui est encore à écrire. On va dire comme ça. Mais, à le même temps, le cancer ne parle pas seulement de passé. Il va évoquer des questions qui sont bien présentes dans la matérialité de la maladie. Par exemple, dans les cas de l'interruption de l'interruption des thérapies de côté des soignants au Maroc, surtout RIFA. Et peut-être, il parle aussi des choses qui sont à voir dans le futur, de l'endemain. Donc, il a quelque chose à dire. Une représentation et l'idée d'un territoire qui est poisonné par les cancers, qui est condamné à les cancers, peut-être qu'il a quelque chose à parler aussi sur quel est l'essence et quelles sont les responsabilités de vivre dans ce territoire. Et mon question, c'était, c'est dans votre entretien, vous avez eu un peu la façon, si je ne sais pas de quelle manière, de trouver des traces de cette on va dire, de cette signification que le cancer a, pas seulement par la représentation du passé, mais aussi par la représentation de le futur. Merci. On va peut-être vous laisser répondre parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Banira, peut-être. D'accord. Je vais essayer peut-être de répondre à la première question sur les femmes et je laisse pour la question de la justice transitionnelle pour Zakaria, c'est lui le spécialiste. Pour les femmes, pour les associations avec lesquelles qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, donc la question des femmes n'est pas vraiment évoquée, mais par contre il y a des femmes qui sont impliquées dans des associations. Des associations qui travaillent avec les malades de cancer. Par exemple, à Nador, j'ai rencontré la présidente d'une association et aussi à Al-Fassima, il y a la vice-présidente de l'association des amis de cancer qui en même temps gère le centre d'accueil où sont hébergés les malades de cancer qui viennent loin de la région, donc qui sont hébergés sur le lieu. Donc, je vois qu'ils sont très impliqués dans surtout la gestion et dans le travail avec les malades. Et puis, pour les malades, j'ai rencontré beaucoup plus de femmes atteintes de cancer. Et la tendance, selon ce qu'on m'a dit, donc il n'y a pas de statistiques. Donc, Zakaria, tout à l'heure, il a parlé de problème des statistiques, ou on peut dire d'une guerre de statistiques. Mais la tendance, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont atteintes de cancer dans la région, plus que les hommes. Donc, voilà pour cette question-là. Pour cet aspect, je ne sais pas si ça répond à votre question, Sophie, complètement. Mais pour la question de Federico, si j'ai bien compris, je pense que dans le présent, Federico, tu connais un peu le terrain, tu as déjà travaillé un peu sur tu as déjà fait un premier terrain et un travail sur cette question à Al-Fassima et à Nador. Donc là, on n'a pas eu le temps d'évoquer tous les aspects, surtout le vécu des malades de cancer dans la région et les représentations peut-être de plus en plus. Et peut-être tu le sais beaucoup mieux que donc l'accès aux soins, donc il y a la difficulté d'accès aux soins pour la plupart des malades. Donc dans Al-Fassima, il y a un centre d'oncologie qui prend en charge la plupart des malades, surtout les malades qui ont le RAMID, c'est-à-dire qu'ils ont pas la mutuelle ou l'assurance, mais le RAMID. Et donc, eux, ils sont obligés d'être soignés à Al-Fassima, sauf que pour certains radiothérapies, donc ils sont envoyés dans d'autres centres à Fès, à Tanger ou à Oujda. Donc, il y a déjà ce problème d'accès aux soins, surtout à Nador.
Donc, Nador, donc, ils sont envoyés à Oujda. Donc, il y a aussi donc, la difficulté de mobilité, de transport et d'accès aussi aux soins, c'est-à-dire les médicaments. Le traitement est très cher et la majorité, ils n'ont pas de mutuelle ou d'assurance. Et le RAMED, donc, ceux qui ont le RAMED, donc, ils ont un peu la chance d'être pris en charge surtout par les associations qui les aident donc par les médicaments. Et donc, je pense que pour le futur aussi, bon, je pense que cette question d'accès aux soins et surtout d'avoir des centres d'oncologie et des hôpitaux d'oncologie sur place, donc c'est important, surtout à Nador. Donc, c'est une revendication de la société civile à Nador d'avoir un centre d'oncologie ou un hôpital d'oncologie. Je pense que j'ai bien compris un peu ta question. Voilà, merci. Merci beaucoup, Balira. Est-ce que Zakaria ou Mimoun veulent répondre avant que je laisse la parole à Monica? Deux choses par rapport à la remarque de Federico concernant l'histoire à écrire. Mais justement, c'est ça le propos. Quand il garde une mémoire vive des événements historiques, quand il les inscrit dans la chair et dans le gène de l'homme, c'est justement pour dire que cette histoire, elle est toujours ouverte. L'histoire, elle est toujours ouverte, elle est toujours in process à écrire. Et c'est justement, le concert, c'est pas pour parler d'hier, c'est pour parler d'aujourd'hui, exactement. Quand tu inscris une violence coloniale comme un concert, c'est pour dire quels sont le vécu d'aujourd'hui de ces victimes de cette violence. Et donc, cette histoire, elle est en même temps contestée, et elle est en même temps appropriée dans la chair, en même temps contestée. En même temps contestée pour dire que c'est une histoire justement à réécrire. Deuxième chose, par rapport à la réparation, la réparation aussi a émergé par tout le processus national de réconciliation qui a été amorcé vers la fin des années 90, 99 à peu près, et par le Conseil consultatif des droits humains, et puis après qui a été repris par le CNDH et l'Institut de réconciliation. Donc il y avait un processus de réconciliation, plus précisément réparation individuelle et collective, dont le RIF fait partie, comme région, considérée comme région victime de la violence des années de plan. Des témoignages, ce qu'on appelle des auditions publiques, ont été organisées à Al-Husseima. Deuxième chose, il y avait tout un débat, je crois, le centre d'oncologie fait suite à ce programme de réparation, comme le projet de musée. Et donc la question de la réparation, je crois, a émergé non pas du point de vue international dans le RIF, mais à partir d'une perspective locale et qui a donné une vision beaucoup plus critique par rapport à la politique de réparation. Non seulement réparation au niveau local, mais aussi des demandes de réparation par l'Espagne. Donc je crois, si on peut parler de justice transitionnelle, donc cette idée, elle est émergée du local, qui a été adoptée par les associations, par les acteurs, soit individuels, locaux, et puis qui a donné, qui a été, je dirais, qui a donné des idées de demande de réparation contre la violence de la guerre chimique. Et avec un esprit très critique par rapport à la politique de réparation, ses limites de réparation, justement les objectifs du musée. Il y avait tout un débat, Badia a écrit un article sur la question, un musée voulu par les Rifins comme un musée de la violence, de la mémoire de la violence, par contre dans une perspective, alors que la proposition initiale c'était une perspective beaucoup plus générale, un musée beaucoup plus général d'archéologie, d'histoire, de patrimoine. Donc c'est ça pour les deux questions. Merci. Merci Zakaria. Oui, Sophie. Oui, ok, Mimoun et après Monica. Est-ce que je peux dire deux mots? Oui. S'il veut, Monica, pas de problème. Non, comme vous voulez. Donc, bon, je continue pour aller un peu dans
le sens de Zakaria. Je ne sais pas vraiment dans le sens, mais comment on traite un peu un thème un peu très proche. C'est un peu des commentaires qui font suite un peu à ma communication. Je veux les nuancer entre deux niveaux quand on parle de ces questions. Niveau de recherche historique, qui, à mon avis, se porte très bien. Concernant ces thématiques, je veux dire, la guerre du Rif, il y a un cumul dans sa recherche important. Je ne me limite pas au Maroc, parce que la recherche scientifique, historique, internationale, la grande partie s'est faite en Espagne. En Espagne, le nombre de thèses, d'ouvrages, c'est très intéressant, très important. Donc, pour moi, la recherche se porte très bien et on n'a pas à se plaindre à dire le thème marginalisé ou quoi que ce soit. Le deuxième niveau qui me paraît intéressant, auquel je m'intéresse ces dernières années, parce que je n'ai pas tous les outils, les moyens, je suis historien, c'est la question de mémoire. Donc, ça nous touche aussi les historiens. La question des mémoires, et à travers les travaux de mes collègues, j'apprends beaucoup de choses, d'autres approches anthropologiques, des politistes, sur cette question de mémoire. Ce que je remarque, parce que je suis aussi un peu de la région, j'ai des associations, j'en faisais partie, etc. Je participe dans des colloques organisés. Donc, la para-recherche, si vous voulez dire, je voulais dire, un peu s'empare la société civile et c'est très dynamique dans le Rif. Et la migration a joué un rôle important. Maintenant, on a une bibliographie sur le Rif intéressante publiée en néerlandais. C'est un peu des cas particuliers parce qu'il y a une société dynamique rifaine. Des connexions sont importantes à ce niveau. Et pour ça, il y a des thèmes intéressants qui suscitent cet intérêt. Pourquoi l'effort fourni par les sociétés civiles, par les associations est énorme, mais il n'y a pas au niveau des pouvoirs publics une réponse claire, nette, réaction. La maison d'Abdelkrim, on refuse depuis 20 ans aux gens parce qu'ils n'ont pas l'autorisation, ils disent nous d'aller réparer cette maison, d'aller faire des plaques, c'est au pouvoir public, c'est le conseil municipal et tout ça. On ne donne pas de réponse. On n'interdit pas, on ne donne pas de réponse. Donc, c'est un peu un exemple des conflits qu'il y a et ça pousse encore plus à émerger des conflits, des thèmes en relation à cette mémoire. Donc, je disais la migration joue importante parce qu'on porte donc ses collègues ailleurs au Maroc, donc on a plus de liberté, on a des libertés. Une anecdote pour le rôle de cette migration, parce que la musique aussi, les groupes de musique parlent beaucoup de cette mémoire. Et ils racontent un groupe de musique qui raconte son chef, celui qui a crié. Il a dit, moi, j'avais la grande difficulté de créer un groupe de musique. À chaque fois, je crée le groupe, les autres membres partent, ils migrent à Barcelone, Amsterdam, à Paris. Je reste seul. Finalement, lui aussi, maintenant, il se trouve à Berlin. Là, il migré finalement. Merci. Merci, Monica. Oui. Bon, on a la chance parce que les séries sont pas à l'Espagne. Alors, oui, la mémoire à l'Espagne est un peu plus complexe. Il y a effectivement, on fait de la recherche. Je me rappelle maintenant que la première association de travailleurs marocains à Barcelone, c'est vraiment, je me rappelle pas, mais c'était des années 80, 70 ou comme ça, s'appelle Abdelkrim Al-Khattavi. Alors, la mémoire de ces travailleurs à Barcelone, c'était vraiment vivante.
Mais je m'intéresse pour les séries parce que ce sont des produits qui ont un impact très vaste, non, dans les grands publics qui ne s'intéressent pas spécialement pour l'histoire. Et comme la question c'était très 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 bien parce que on peut voir précisément que c'est pas la question du féminisme mais du blanchir, l'utilisation du genre pour blanchir l'histoire, que dans cette série et dans ce roman, la voix des femmes du Rif, du Maroc ou de la Guinée n'apparaissent pas. Alors, ce n'est pas une question de faire parler les femmes, qui serait très bien, mais de faire parler seulement certaines femmes espagnoles dans un rôle colonial très spécifique. Non? Alors, ce n'est pas la même chose et c'est important de le dire. Non? Les femmes locales n'ont pas la voix. Et après, je ne me rappelle pas, mais ce n'est pas grave. On a le temps pour un autre dernier round de questions ou pas? Pas encore la nuit, je ne sais pas. Est-ce que Aurélia, les organisateurs décident? On va faire une dernière question. Une dernière question. Bonjour et merci à tous les panélistes. Donc, moi, je ne suis pas historien, mais je m'intéresse plutôt au discours, au langage. Et je suis intéressé par le fait que dans ces trois pays concernés par le sujet ou le titre de ce colloque, France, Espagne et Maroc, aujourd'hui, des catégories de langage, des métaphores et des discours persistent dans ces trois pays. En France, on sait très bien le débat autour des questions de mémoire, de colonisation, de réparation, les hautes tensions autour du rapport Benjamin-Stora. Et donc, ça rappelle un peu même le terme, par exemple, séparatisme ou islamo-gauchisme, des termes pas vraiment loin de l'époque de la Troisième République, et même projeté dans le Maroc. En Espagne, on a pas seulement la montée de l'extrême droite de Vox, qui n'est pas vraiment, je ne crois pas que c'est un phénomène extraordinaire, mais ce qui est plus intéressant, c'est que le parti majoritaire de la droite, le PP, son discours soit difficile à distinguer du discours de Vox. Et donc, récemment, par exemple, du débat autour de la question à l'occasion de Dia de la Hispanidad, quelqu'un comme Tony Canto, un rescapé ou un renégat vers Vox, vers PP venu de Ciudadanos, dit que l'Espagne n'a rien à, c'est-à-dire ne doit pas demander pardon aux Amériques latines, au contraire, on a mis la civilisation, le progrès et tout ça. Donc, au Maroc, la même chose, dernièrement, mais par exemple à l'occasion de Hirak, de 2017, on constate la persistance des mêmes métaphores, du même discours de ces 100 dernières années. Le séparatisme, un hebdomadaire marocain, national marocain, avait une photo du drapeau de la République du Rif avec le grand titre russe des séparatismes horribles. Donc, on constate un peu la persistance de la métaphore, du même discours, et même en cas du Maroc, ça répète un peu le discours colonial envers la population indigène, de façon que ça confirme un petit peu la théorie de Chatterjee, derivative discourse, c'est-à-dire comment les élites nationalistes incorporent, réintègrent le discours colonial envers les populations indigènes dans leur discours envers la population locale. Donc, c'est intéressant pour moi comment, dans ces trois pays,
les mêmes catégories d'hommages, les mêmes métaphores persistent encore. Donc, ma question aux panélistes, aux intervenants, comment expliquez-vous cette persistance et comment vous voyez le futur? Merci. Alors, 2 minutes pour répondre à cette question. Qui se lance? Monica. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. Le futur, on va dire positif parce que c'est vendredi, on a le week-end, alors le futur, c'est bon parce qu'on a le week-end. Mais je dois préciser que je suis un peu préoccupée, pas pour le PP ou pour Vox, que c'est très clair, mais parce que beaucoup des acteurs, des actrices, des scénaristes et des historiens qui sont impliqués, qui fait des produits, ces produits culturels comme Tiempos de Guerra, et ils disent qu'ils sont de gauche. Et c'est ça que c'est un peu plus étonnant, non? Parce que bon, vous l'avez vu, c'est pas vraiment bon. Pour moi, c'est difficile de voir la gauche dans ces produits, mais ils disent oui, on est de gauche, non? Alors c'est complexe aussi. C'est pas seulement Vox. Zakaria ou Mimoun, 1 minute. Oui, j'ai des mots à dire, Sophie. Oui. Concernant l'Espagne, Monica vient de parler de l'Espagne. Le discours, donc tout à l'heure, je crois que c'était Mohamed Daoud qui parlait. Discours pour l'Espagne seulement, pas pour le Maroc. Il y a la droite marocaine, la question des guerres chimiques, de guerre du Rif, tout ce qui se réfère au Maroc, l'histoire, la partie historique. Il y a l'institution militaire qui a un discours bien précis qui voulait faire un peu un certain lobby concernant le Maroc, parce que c'était un fief, le protectorat. Donc, il y a beaucoup de publications. Et Maria Rosa, comme historienne, par exemple, je donne cet exemple, elle n'est jamais invitée par cette institution, ni par une certaine droite qui maintient un discours un peu radical sur le Maroc, qui va jusqu'à maintenant un discours un peu chargé de haine pour le Moro, etc. Mais en même temps, il y a la gauche qui est un peu de ce côté, parce que les questions des armes chimiques, c'est qui parti qui l'a ramené au Parlement catalan. No, Izquierda Unida, ¿cómo se llama el partido? Izquierda Republicana. Izquierda Republicana. Donc, voilà. Bon. Merci. Ce que j'allais dire pour ça. Bon, en France, le rapport entre la gauche et la colonisation est bien plus complexe. Bon, ce sera le dernier mot. Merci beaucoup, Mimoun, Badiha, Zakaria et Monica pour cette très belle dernière question. Je vous en prie. Donc, la parole à Karima. Je ne sais pas si on vous enchaîne. Oui, sur les organisateurs. Bon, pour la conclusion on enchaîne, on ne fait pas de pause. Donc, voilà, ça continue. Oui, ça y est. Bien. Alors, conclure un colloque, c'est toujours difficile pour 2 raisons. La première, c'est que c'est toujours un défi de vouloir maintenir l'attention d'un auditoire qui a écouté plus de 22 communications en 2 jours et demi. Et la deuxième, c'est que conclure un colloque, c'est un exercice, moi j'ai toujours trouvé périlleux et ingrat.
puis avec une dimension véritablement subjective, mais que j'assume totalement. D'ailleurs, je commence à m'en faire une spécialité, car c'est la 3e fois en 2 mois que je suis chargée de conclure une manifestation scientifique. Alors, je commence à me poser des questions, mais bon. Alors, avant de commencer, je voudrais adresser un remerciement sincère à vous toutes et à tous, participantes et participants à ce colloque. Avec vos contributions, vous êtes venus enrichir l'argumentaire de cet événement qui, dès le départ de sa conception, je le rappelle, s'est inscrit bien volontairement dans la filiation du colloque de 1973 sur la même thématique et où les noms les plus prestigieux de spécialistes du Maghreb et de l'islam de l'époque étaient présents. Daniel Rivet a commencé sa conférence inaugurale en partant de ce colloque et en nous offrant une lecture des actes publiés en 1976 et qui avait été donc publiés chez Maspero sous le titre de Abdelkrim et la République du Rif. Une publication comme on la faisait à l'époque, monumentale, 535 pages, texte à l'appui, restitution des débats et des discussions qui avaient jalonné les 3 journées. Bon, aujourd'hui, on oublie, c'est totalement inimaginable. Daniel Rivet en a tiré les fils conducteurs pour proposer un état de l'art, comme on dit aujourd'hui, un état de l'art de la réflexion historique telle qu'elle avait été menée il y a bientôt 50 ans. Une réflexion historique qui était marquée, nous le rappelle-t-il, par le contexte politique et par les cultures idéologiques de l'époque. Je tiens très sincèrement à vous remercier, Daniel, pour votre présentation que nous avons trouvée éblouissante, et c'est toujours un bonheur de vous écouter. C'est dans cette filiation que l'histoire de la guerre du Rif revient dans nos préoccupations d'historiennes, d'historiens qui travaillons sur le Maghreb, qui ont été cette préoccupation articulée autour de 3 axes de l'argumentaire que Aurélia et Mathieu avaient présenté dans leur introduction mercredi, puisqu'il s'agissait de traiter cette guerre comme une guerre coloniale avec les violences inhérentes à ce conflit. Il s'agissait d'aborder les acteurs dans leur complexité et à plusieurs échelles, d'aborder les fractures politiques et idéologiques apportées par l'événement et enfin aborder les questions mémorielles et historiographiques qui reviennent, comme on l'a vu, comme une lame de fond, aussi bien en France, en Espagne et au Maroc, et notamment dans les réalités de notre contemporanéité d'aujourd'hui. Donc, en relisant mes notes sur les 22 communications, je le rappelle, l'effet de relecture, j'avoue, est assez saisissant, assez fascinant, tant les analyses qui ont été proposées fouillent, décryptent, étudient, renouvellent des approches qui produisent un savoir nouveau, réoxygéné, original, car malheureusement, certains savoirs s'usent, vieillissent et résistent parfois mal au temps qui passe. Et cette réoxygénisation de savoir, de la connaissance dont on a été témoin, a été rendue possible par plusieurs choses, bien évidemment par la mobilisation de corpus d'archives devenus accessibles, par des nouvelles documentations et de matières historiques, par des approches transversales, on l'a bien vu, par de l'interdisciplinarité, par des méthodologies performantes et puis aussi, surtout, par de nouvelles générations de chercheurs. Et on voit bien que les effectifs ont été heureusement bien rajeunis, je parle aux chercheurs de ma génération, et des chercheurs, nouvelles générations de chercheurs qui sont nourris aussi par d'autres cultures historiques et politiques et qui s'emparent de questions qui, par le passé, ont été soit boudées, soit méprisées, ou tout simplement marginalisées parce que trop sensibles, ou alors considérées de peu d'intérêt. Alors, ces jours que nous avons passés ensemble ont permis de remettre au centre une guerre si peu commémorée, on l'a dit plusieurs fois, si peu célébrée, du moins officiellement, ni en France, ni en Espagne, ni au Maroc. Une guerre coloniale qui dit tant de choses de son époque et annonciatrice des conflits à venir, qu'ils soient coloniaux ou non, dans l'usage des techniques militaires, dans l'usage d'armements chimiques et par les violences de masse perpétrées. Et une guerre aussi qui préfigure ou révèle également les grandes idéologies du monde occidental et du monde arabe et musulman que l'on retrouvera dans l'ensemble des mouvements décoloniaux et indépendantistes de la rive sud de la Méditerranée. Et finalement, ce qui a été présenté entre en écho frontalement avec la façon dont nos sociétés d'aujourd'hui gèrent cet héritage colonial.
que l'on soit sur la rive nord de la Méditerranée ou sur sa rive sud. Un héritage encombrant. Et il me semble que cette guerre du Rif est représentative de cet héritage encombrant, aussi bien pour les anciennes puissances coloniales mises en demeure aujourd'hui de rendre des comptes de leur responsabilité historique dans les violences commises, et l'État marocain indépendant pour lequel l'épisode de la guerre du Rif malmène quelque peu le récit national unanimiste, et épisode qui, s'il avait eu un horizon plus heureux, aurait peut-être changé le destin du royaume chérifien. Et ça, on peut mettre 10 points d'interrogation à côté. Pour le dire autrement, nous sommes aujourd'hui confrontés à un double héritage mémoriel et politique, celui de la colonisation et celui des politiques post-indépendantes des États maghrébins devenus souverains. Et on en a parlé cet après-midi. Ce double héritage s'inscrit dans notre temps politique et social où la question du contentieux colonial et de ses violences est centrale. Cette question imprègne les débats de société et pèse, comme on le sait, parfois lourdement sur les relations bilatérales. Les sociétés s'en sont emparées avec les revendications de reconnaissance, de réparation, de réconciliation, et l'exemple franco-algérien en est une démonstration exemplaire. Et le rapport de Benjamin Stora sur la réconciliation des mémoires de la guerre d'Algérie a hystérisé les débats des deux côtés de la Méditerranée, puisqu'en proposant des recommandations, il touche des abcès de fixation mémorielle qui semblent inguérissables. La guerre du Rif n'y échappe pas. Et la guerre du Rif n'y échappe pas, et la page du colonial, mais aussi du post-colonial, a beaucoup de mal à être tournée par les trois États protagonistes. D'où le caractère précieux, éminemment précieux, de tout ce qui a été entendu au cours de ces 3 jours. Des analyses fines, critiques, complexes, qui proposent des décryptages intelligents, à hauteur d'homme, à hauteur d'archives, de terrain et d'images. Ce savoir est fondamental, car il est incontournable pour se saisir de dossiers aussi lourds que ceux des archives, que ceux de la mémoire, que ceux de la violence. Et ce savoir permet d'acquérir des expertises qu'il me semble que les politiques devraient mobiliser plus souvent pour sortir du contentieux, bien que je ne sois pas tout à fait candide, car le savoir historique n'arbitre pas, ne juge pas, il met juste en face des réalités et des faits qui sont têtus. Sortir du colonial, c'est aussi sortir des représentations tenaces dont on a hérité et que l'on combat parfois. On a parlé aujourd'hui d'archives déplacées, d'archives spoliées. On a parlé de conditions de ce déplacement. Benjamin Stora parle d'un patrimoine en partage. Jama Abaïda a parlé d'un bien culturel et d'un régime de partage et de circulation, comme on l'a entendu ce matin. Et la numérisation des archives ne règle pas la question des conditions du déplacement ou de spoliation qui aujourd'hui sont véritablement au centre des débats. On a parlé également de mémoire maltraitée, de lieux malmenés, la mémoire des lieux de la guerre du Rif. Et ce qu'on a vu ce matin, qui est tellement extraordinaire, ce que le regard du photographe fait au récit de la bataille d'Anoual, et plus généralement du conflit colonial. Les ruines de la maison d'Abdelkrim en disent long sur les trous de mémoire et sur le récit sélectif de l'histoire officielle. Identifier les lieux de mémoire, questionner cette mémoire populaire, cette mémoire intime de l'événement, participe aussi à sortir du colonial, cette fois-ci de l'autre côté, côté marocain, pour affronter aussi les réalités et les enjeux propres à l'histoire post-indépendante. Alors moi, j'ai un prisme maghrébin, parce que je suis historienne des sociétés maghrébines contemporaines. Ce prisme maghrébin me ramène systématiquement à scruter ce qui se publie de l'autre côté, ce qui se met en dialogue et ce qui est étudié donc, à l'échelle des sociétés concernées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est revenir à l'échelle marocaine et se poser cette question. Que faire de l'avenir de cette page de l'histoire marocaine enserrée dans des enjeux multiples, assumer aujourd'hui à la fois la complexité de la domination coloniale et les responsabilités des protagonistes dans leur contexte historique, mais aussi les heures interrogées, les heures et malheurs de la situation post-indépendante.
Les communications de nos collègues marocains depuis 2 jours et demi nous ont montré que la recherche avance par ailleurs de façon très féconde sur différents fronts avec des sujets difficiles et périlleux. Le colloque nous a permis d'aborder cette guerre du Rif entre 21 et 26, mais elle nous a amenés à affronter ses effets directs et indirects sur tout le siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et il me semble aussi à insérer obligatoirement une approche comparée aux autres pays maghrébins. On ne peut pas échapper à cette approche-là, à mon avis. Les pistes ouvertes, le renouvellement générationnel, la mise en dialogue de la communauté scientifique franco-hispano-marocaine, du moins telle qu'elle s'est exprimée pendant ces 3 jours, laisse espérer un horizon fructueux, indépendamment des rigidités, de la lenteur des États en question. Et comme on le sait nous-mêmes, et comme vous le savez, les chercheurs sont très patients. C'est une des qualités premières du travail de chercheur. Pour finir, je souhaite adresser un remerciement particulier et chaleureux à Aurélia Dussert, qui a été la cheville ouvrière de ce colloque et dont les qualités ne se démentent jamais, et à Mathieu Marly et à Arnaud Hout, qui a été une très belle rencontre pour moi. Je pense qu'on a formé une belle équipe. Je vous remercie. Je voudrais dire à Mathieu, peut-être, tu veux... Juste un petit mot pour vous remercier toutes et tous d'être venus. Grand merci aussi vraiment encore une fois aussi à Aurélia qui a fait un formidable travail logistique. C'était pas évident et on a eu quand même beaucoup de difficultés. On a été très contents, mais on a eu beaucoup de difficultés à organiser ce colloque. Et puis, je laisse la parole à Aurélia pour terminer. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Non, c'est vrai qu'on commence par des remerciements, on termine par des remerciements, mais je veux vraiment remercier Théo Borel et Gabriel Terrasson qui nous ont beaucoup aidés sur le plan logistique. Ils sont plus là, on les a libérés, mais vraiment ils ont fait un travail formidable. Isabelle Lenoir, la gestionnaire de l'IREMAM, qui m'a été d'un support vraiment parfait. Les intervenants aussi, merci beaucoup, et je suis vraiment ravie d'abord de vous avoir entendu, de vous avoir rencontré, d'avoir retrouvé, comme je le disais dans l'introduction, ces moments de sociabilité universitaire qui nous avait tant manqué, et je croise vraiment les doigts parce que les nouvelles européennes ne sont vraiment pas bonnes. J'espère qu'on n'aura pas à repartir en Zoom, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup aux collègues archivistes d'être venus, c'était vraiment fondamental pour nous et pour le travail à venir. Et merci au public, aux spectateurs virtuels, mais néanmoins bien présents et qui sont restés fidèles et remarquablement fidèles et constants au long de ces 2 jours et demi. Je voulais remercier aussi Axel Schatz qui fait la diffusion, la captation vidéo du colloque qui sera mise en ligne sous une forme montée, très jolie, enfin voilà. On va enlever les couacs techniques, les problèmes de PowerPoint, donc on aura l'impression qu'on maîtrisait vraiment la technologie puisqu'il n'y aura pas de « Ah, mais ça ne marche pas à l'écran, je ne sais pas, on n'entend pas, etc. » Pour les participants, si vous pouvez m'envoyer PowerPoint et puis des images, mais je vous le redirai. Et j'espère que nous pourrons nous retrouver prochainement pour la suite. Et merci encore. Merci à tous et à toutes.